Dinguerie! C'est les best, Sony! Eh gars, j'ai trouvé le plus gros problème de Xbox. Ah ouais, il était où? Entre la chaise et l'écran. En ayant la meilleure console, ils arrivent à être derniers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucune machine ne se vend sur ses qualités, mais sur son image de marque. Alors parfois les qualités contribuent à donner une bonne image de marque, mais c'est une idée reçue d'imaginer que c'est forcément automatique. Il y a des marques qui se sont forgées une bonne réputation il y a 30 ans, et qui aujourd'hui n'ont plus besoin de faire grand chose pour la conserver. Merci les fanboys. A contrario, il suffit d'un bad buzz il y a 10 ans pour ternir ta réputation pour toujours. Quand bien même l'entreprise aurait entre-temps totalement revu sa stratégie. Je vous rassure, les apparences sont parfois trompeuses. Une console n'est pas juste blanche ou noire, tout dépend de qui la regarde. Et ça dépend énormément des pays. Quelques petits exemples. Face à la PlayStation dans les années 90, la Sega Saturn a fait un four. L'image de Sega était plus qu'elle était en Europe et aux US, mais tu regardes au Japon, la Saturn se vendait bien. Elle avait bonne réputation là-bas. Les gens ne s'en moquaient pas comme chez nous, comme quoi elle avait aucune exclue. Et au Brésil, bon ils avaient une génération de retard, mais c'était Sega le leader du marché, pas Nintendo ni Sony. Aujourd'hui aux États-Unis, la PS5 se vend mieux, c'est vrai. Mais la Xbox n'est pas tellement loin derrière. C'est en Europe que l'écart est plus grand, donc nous, avec notre point de vue de français, on se dit que c'est un bide total. Mais si on remet les chiffres en perspective, Microsoft n'a jamais autant gagné d'argent avec le jeu vidéo que ces dernières années. Ce qui nous donne cette impression d'échec, c'est notre bulle dans laquelle on s'enferme. Nos potes n'ont pas de Xbox, alors on considère que c'est une console morte. En France, on est des gros whips, donc on a tendance à suivre tout ce qu'aiment les Japonais. Ou plutôt ce qu'on pense qu'ils aiment. C'est pour ça qu'on chie sur Xbox et qu'on kiffe PlayStation. Quand bien même, ils ont progressivement fermé quasiment tous leurs studios japonais depuis l'époque de la PS3. Tous les gros jeux des studios PlayStation sont faits par des ricains. Et en vrai, la PS5 se vend pas non plus hyper bien au Japon. Pour se remettre le succès en perspective, dites-vous que là-bas, la Sega Saturn et la PS5 sont sur des chiffres de vente équivalents. Mais passons, tout ça pour dire que si vous ne voulez pas d'une Xbox Series X, il y a plusieurs raisons, mais c'est très probable que ça soit parce que vous êtes un gagnant. Et inconsciemment, vous voulez pas arborer l'insigne d'une marque perçue comme perdante dans votre pays. Sur internet, je vois toujours les mêmes arguments revenir sur le fait que Xbox ne sorte pas de jeux, quand je vous dis qu'il suffit d'un bad buzz pour ternir ton image pour toujours. Ça fait 2 ans que Microsoft sorte plus de jeux que Sony, et au vu des projections, c'est pas prêt de changer dans les années à venir. Mais non, vous lirez toujours les mêmes arguments qu'il y a 5 ans sur le fait que PlayStation a des exclus, alors qu'Xbox non. Quoi qu'en disent les chiffres, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'image de marque, je vous dis. Vous savez, ça me rappelle la Wii U. Pendant toute sa courte vie, les gens, et moi le premier, disaient qu'il n'y avait pas de jeu dessus. Parce qu'effectivement, sa première année était naze. C'était devenu irrécupérable. Elle avait beau enchaîner les chefs-d'œuvre, Mario Kart 8, Tropical Freeze, Bayonetta 2, Smash Bros, Mario Maker, Xenoblade, rien à faire. Tu demandais aux gens, y a pas de jeu sur Wii U. Quoi qu'elle fasse, la première impression allait toujours rester. Et pour rectifier le tir, il restait plus qu'à sortir une Switch avec une image de marque totalement différente. Peu importe que les 4 premières années ont uniquement servi à ressortir des jeux Wii U, ça le grand public s'en fout, l'illusion est passée crème. A contrario, le lancement de la PS5 était une réussite en termes de quantité et de qualité de jeu. Alors même si depuis c'est la dèche, ça passe, parce que PlayStation c'est le cool kid. Xbox y'a rien à faire. La Series X serait 2 fois plus puissante, 2 fois moins chère, avec 2 fois plus de jeux, on s'en foutrait, c'est une Xbox. L'an dernier, je vous ai fait une vidéo dans le même genre sur la Series X, du moins en termes de packaging, mais j'ai pas envie de répéter les mêmes choses, donc le contenu sera différent. Aujourd'hui, dans un premier temps, j'avais envie de me concentrer sur les jeux, ce qui semble être le principal argument anti-Xbox. On l'a compris, les exclusivités, c'est plus le cheval de bataille de la firme. Ils ont tous une probabilité non nulle d'arriver un jour sur Switch 2 ou PS5. Mais en attendant, je voulais vous lister des jeux qui sont toujours exclusifs. Là, on est en mars 2025. Si t'es un joueur console, il y a que sur Xbox que tu peux jouer à ces titres. Hellblade 2. Je crois pas avoir vu un jeu next-gen plus beau que celui-là. Alors la beauté, c'est relatif. Techniquement, c'est pas la physique ni la grandeur du monde qui va vous époustoufler, mais les animations, les visages, les paysages, les lumières. Vous imaginez pas le nombre de fois où je me suis arrêté de jouer pour baver. Les mauvaises langues me diront que c'est facile d'arrêter de jouer quand il y a si peu d'interaction, mais faut pas se tromper sur la marchandise. C'est pas parce que l'héroïne a une épée que faut le prendre comme un Zelda ou un Assassin's Creed. Il serait idiot d'attendre de Flower qui soit un monde ouvert avec des quêtes annexes. Hellblade 2 c'est pareil, faut se laisser porter en kiffant le manège. Dans le monde du AAA, c'est original comme aventure. Forza Motorsport.
la simulation automobile de Microsoft. Les sensations sont hyper bonnes si tu cherches quelque chose de réaliste et moins arcade. Et ce que j'ai aimé, c'est la simplicité des menus. Tu te lances un tournoi facilement. Je me suis surpris à faire plus de courses que ce que je pensais, vu qu'il a un côté presque plus pick up and play qu'une structure en open world où tu dois chercher tes courses sur la map. Même si j'aime beaucoup Forza Horizon. Mais comme le 5 arrive sur PS5 d'ici 2 mois, je préférais insister sur le motorsport. Et en vrai, la star de la série Horizon, c'est les maps. C'est cool de visiter la Côte d'Azur dans Forza Horizon 2, l'Australie dans le 3, l'Angleterre dans le 4, un peu moins, j'ai trouvé, mais c'est peut-être celui qui a le meilleur mode solo avec l'alternance des saisons. Tout ça pour dire que c'est pas parce que le 5 sera dispo chez la concurrence qu'une Xbox, c'est plus une super machine pour jouer à la voiture, et même pour jouer à l'avion avec Microsoft Flight Simulator 2024. C'est méga immersif si t'es motivé à suivre une formation de pilote réaliste. Tu vas apprendre plein de notions hyper intéressantes. Mais si, comme dans mon cas, tu veux simplement voyager, tu te prends un drone facile à contrôler et t'explores toutes les capitales du monde, ou la ville de ton enfance. En voilà une utilisation très pertinente de l'IA dans le jeu vidéo. Il y a des panoramas que je trouve trop beaux. Mon kiff, c'est de me lancer une musique ou un podcast et me balader sur un rythme posé. Puis quand je veux faire le con, je slalom entre les buildings. Il y a quelques années, vous m'auriez dit que je m'amuserais autant sur un simulateur de vol, j'y aurais difficilement cru. Mais c'est ça que j'aime depuis que j'ai une Xbox. Je m'ouvre à des nouvelles licences, et je me découvre des nouveaux styles qu'en fait, contre toute attente, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'argument de « y a aucun jeu qui m'intéresse chez Xbox ». Bah oui, forcément, si t'as toujours eu une PlayStation, t'es familier avec les univers PlayStation, ça demande plus aucun effort mental de rester dans la même écurie. Mais c'est pas parce qu'aucun jeu ne t'intéresse aujourd'hui que tu prendrais pas ton pied en y jouant. Genre Gears 5, en termes de cover shooter pur et dur, je vois aucun jeu qui procure de meilleures sensations de tir. C'est tellement fluide, c'est joli, les vibrations dans les gâchettes simulent bien le comportement de ton arme, c'est hyper propre si t'aimes les jeux purement action. Et encore, moi je joue qu'en solo, mais il y a toute une facette multi à explorer si t'es ce genre de joueur. Et j'en profite pour citer Gears Tactics aussi, qui était un des jeux de lancement des Xbox Series. Il est un peu oublié de nos jours, j'ai l'impression, mais c'est un super tactical RPG, si je puis dire. Bon, faut adhérer à l'univers, c'est pas un Fire Emblem avec des chevaliers, on est plus proche d'un XCOM, mais c'est facile de s'amuser dessus. C'est stratégique et plus profond qu'il en a l'air. Ensuite, comment ne pas vous conseiller Redfall ? Non, je rigole. Starfield. Contrairement à d'autres jeux que je vous ai cités précédemment, lui, faut pas y chercher une révolution. C'est classique dans ses mécaniques. Mais ça marche. Les fans de Bethesda s'y retrouveront facilement. Tous les jeux n'ont pas vocation à renverser les codes. Si vous adhérez à ce type de RPG à l'occidental et que vous kiffez les univers de science-fiction dans l'espace, c'est toujours une belle exclue. Assez ambitieuse sur le marché. Ça court pas les rues des jeux dans ce setup avec autant de budget. Sinon, toujours côté FPS monde ouvert, dans un style totalement différent, je me dois de citer Stalker 2. En tant que joueur, je vous avoue que c'est pas mon délire, mais j'arrive à y voir les qualités qu'on lui attribue. C'est un jeu full immersif. Il y a un aspect RPG, mais c'est surtout un jeu de survie dans une zone post-apo. Et comme c'est vers Tchernobyl, il y a un côté qui te raccroche un peu au réel, qui te fait dire qu'un monde pareil pourrait presque exister dans notre réalité. Et ça peut jouer sur l'implication émotionnelle et l'immersion. Quoi ? Vous voulez un autre RPG à la première personne, mais dans un setup encore différent ? Bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Avec Avowed. Là, aucune volonté de réalisme, que ce soit dans l'univers ou le gameplay. A contrario, on privilégie plutôt le fun manette en main. Enfin, c'est ce qu'on en dit. C'est le seul jeu de cette sélection que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Pourtant, il me fait envie. Mais là, j'ai fait l'erreur de rebrancher la Neo Geo et j'arrive plus à rattraper mon retard sur les jeux récents. En tout cas, Avowed, si on en croit les critiques, si tu cherches un RPG occidental moins complexe et plus abordable pour ceux qui voudraient enfin s'y mettre, il est très réussi. Et jusqu'à annonce du contraire, toujours exclusif aussi. Indiana Jones and the Great Circle. Décidément, il y a que des jeux avec une vue première personne sur cette console. C'est peut-être ça aussi qui fait que les pros Sony accrochent pas. PlayStation, ils ont des héros avec un design reconnaissable, que tu peux observer à la troisième personne avec une caméra libre, et ils ont une personnalité marquée le plus souvent. Chez les studios Xbox, souvent t'as un éditeur de perso, et de façon balèque tu vas pas le voir à la première personne. Donc si tu suis ça de loin, sur un trailer, tu peux pas te représenter les sensations que ça procure en jouant réellement. Et comme tu peux pas non plus te raccrocher à un héros charismatique, ça m'étonne pas que beaucoup de joueurs se disent pas intéressés par les licences Xbox. Et pourtant le cercle ancien a pas ce problème, même avec une vue FPS, on se sent totalement dans l'univers Indiana Jones grâce à toutes ces bonnes idées de mise en scène. Mais ce que j'ai le plus kiffé,
c'est que pour un triple A de ce genre, ça soit pas juste un jeu d'action bourré de gunfight à la Call of ou Uncharted, ni un énième RPG en monde ouvert où tu ferais que cocher des cases mises en place depuis 15 ans. Non, il a sa formule à lui, et c'est rafraîchissant. Les 2 dernières raisons d'acheter une Xbox sont sans doute les plus importantes. Celles qui font que même si un jour tous les jeux que je vous ai cités précédemment sortent chez la concurrence, je continuerai toujours d'allumer ma Series X. Ne serait-ce que pour le Game Pass. Tellement de jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, j'aurais même pas envisagé d'y jouer si j'avais dû les payer 80€. Et pourtant Indiana Jones par exemple, je l'ai fini, alors que je m'en fous de ce héros. Dans le cadre d'un abonnement, t'as vite fait de lancer un jeu seulement 1 heure pour tester, mais non, la proposition m'a amusé, et je m'y suis investi jusqu'au bout. Il y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui, que c'est dur de faire le tri. Le Game Pass pour moi, c'est une façon de m'intéresser à l'actualité du jeu vidéo plus facilement. Il y a déjà une sélection pré-mâchée, c'est méga rentable, et je suis pas deg d'avoir perdu presque une centaine de balles si finalement le jeu est pas terrible. Par exemple, je vous ai pas mal parlé de Dungeons of Hinterberg, qui est d'ailleurs encore une exclusivité Series pour quelques jours. Là, il arrive sur PlayStation. Je l'ai adoré ce jeu, mais franchement, quelles auraient été les probabilités que je l'achète si ma seule option c'était de le prendre à l'unité en démat sur PS4 ou PS5, noyé entre toutes les autres sorties récentes du store. Je serais passé à côté d'un excellent jeu sans le Game Pass. Et il y en a plusieurs que j'ai découvert comme ça, genre Chain Echoes, alors que de loin ça payait pas de mine. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas un aficionado du Day One. Je me hype pas pour tout ce qui est à venir. C'est pour ça que sur cette chaîne, je vous fais pas de vidéos sur des jeux pas encore sortis, simplement parce qu'il y a eu un trailer ou une rumeur. Non, il y a déjà tellement à kiffer dans le jeu vidéo, dans tout ce qui est déjà disponible, que j'ai pas le temps de me préoccuper du futur. Je verrai quand ça sera déjà dispo et encensé par les joueurs. Et c'est la raison pour laquelle je chéris autant le catalogue rétro-compatible de la Series X. C'était la principale raison pour laquelle je l'ai acheté dès son lancement en 2020. Pouvoir insérer des disques Xbox One à l'intérieur, mais aussi 360 et ceux de la première Xbox, le tout boosté en 4K et souvent en 60 FPS, c'est excellent. Déjà, ça m'a permis de découvrir toutes les exclus Microsoft que j'avais manqué depuis 2 décennies, mais même pour certains jeux cross-platform des années 2000 et 2010 qui sont bel et bien sortis sur PS2 et PS3, mais qui ont jamais été rendus accessibles sur les PlayStation modernes. Bah sur Xbox, c'est possible. Pour un amoureux du jeu vidéo de toutes les époques comme moi, ça en fait une console indispensable. Alors d'accord, je peux pas jouer à Spider-Man et à The Last of Us dessus, mais franchement, je m'en remettrai. En vrai, j'ai rien contre Sony, j'ai acheté toutes leurs consoles jusqu'à la 4. Mais pour la 5, je sentais qu'il fallait mieux que je patiente un peu. Cette génération me semblait pas indispensable Day One. Déjà en 2020, je disais que j'attendrais 3 ou 4 ans avant de l'acheter. Aujourd'hui, si je voulais vraiment une PS5, je pourrais en acheter une sans aucun problème, mais j'ai toujours pas l'appel de le faire. Je commence à me demander si je peux pas finalement tenir jusqu'à la PS6. Parce que si je dois me faire toutes les exclus qui m'intéressent sur PS5, j'en ai pour à peine 3 mois de contenu. Me connaissant, je savais qu'une Xbox m'occuperait plus longtemps. Alors je sens déjà arriver tous les râleurs. Mais la Xbox a pas d'exclus vu que tout sort sur PC. Oh arrêtez, les joueurs PC c'est des gens à part, pour moi ça rentre pas dans l'équation. Dites-vous que si même PlayStation sortent leur plus grosse franchise sur Steam, c'est qu'ils ont compris que c'était une audience différente qui cannibalisait pas leur marché PS5. Au contraire, ça pouvait que l'agrandir. Donc pour moi, Helldivers 2, The Last of Us ou God of War, je continue de les considérer comme des exclus PlayStation, même si c'est dispo sur PC. Parce que sinon, plus personne n'a de vraies exclusivités 100% pur port dans cette industrie. À part Nintendo. Et puis si on en croit la com de Microsoft, une tablette c'est une Xbox, une télé c'est une Xbox, un PC c'est une Xbox. Donc ce que je vous ai présenté c'est bien une sélection d'exclusivités Xbox. Et qui sait, un jour peut-être même que la PS5 sera une Xbox. On sait que les jeux first party Microsoft ont vocation à sortir chez la concurrence sur PlayStation ou Switch 2, mais je tenais à rappeler que la grande majorité d'entre eux sont actuellement toujours exclusifs Xbox. Et ça fait longtemps que les joueurs Xbox en profitent. Donc franchement, qu'un Forza Horizon 5 arrive sur une autre console après 4 années d'exclusivité, pour moi ça change pas grand chose que d'autres types de joueurs puissent en profiter. Et qui sait, ça fera peut-être réaliser à certains que la Xbox ça reste toujours un super moyen de se faire ses jeux avec le Game Pass, sans avoir à les payer à leur nouveau prix fort. Le Game Pass ça permet de financer des expériences originales. Obsidian l'avait déjà dit il y a quelques années, il se serait jamais risqué à développer un jeu comme Pentiment si Xbox n'avait pas osé mettre en place ce modèle économique supplémentaire sur le marché. Et résultat, Pentiment est maintenant dispo sur Switch et PlayStation. Donc on peut remercier la concurrence. Elle permet d'améliorer l'expérience de tous les joueurs consoles. Et à une époque où on entend beaucoup de gens se plaindre que les AAA se ressemblent, que ça manque de radicalité du côté des grosses productions,
Bah je trouve que les grosses exclus Xbox de l'année dernière leur donnent tort. Flight Simulator 2024, Hellblade 2, Indiana Jones, ou même Hi-Fi Rush avant ça. Si par contre tu veux des rouages ludiques plus classiques mais hyper efficaces, t'as toujours les innombrables Forza, Gears of War, Halo, Starfield, etc. Et si ces jeux arrivent sur d'autres consoles, vous pourrez remercier Xbox. Je tenais à le rappeler, parce que je trouve ça injuste qu'en France, on leur chie autant dessus alors qu'ils contribuent à rendre la PS5 meilleure. Quand Sony considère qu'ils n'ont aucune concurrence, ils se foutent de notre gueule avec des PS3 à 600€ et des PS5 Pro à 920€. Mais quand ils s'inquiètent pour leur avenir, ils sortent une excellente PS4 à peine 400€, qui fait encore des miracles 12 ans après sa sortie. Alors même si vous avez pas prévu d'acheter une Xbox, faites au moins semblant. Dites autour de vous que vous hésitez, que Sony perde un peu la confiance, plutôt que de les défendre corps et âme dans des commentaires YouTube comme si on avait insulté votre daronne. Je m'adresse aux joueurs de 13 ans, s'ils se sont pas encore endormis après tout ce temps. Jouer le commercial de PlayStation sur internet en 2025 n'apporte concrètement rien de bon à l'industrie. Honnêtement, citez-moi une chose positive qui pourrait en découler. Quand j'enfile ma cape de défenseur de Xbox, la démarche n'est absolument pas la même. C'est pour ça que je m'étonne de voir des gens réduire ce débat à un affrontement entre différents clans. Moi je suis dans tous les clans à la fois, hein. Il suffit de se balader sur les vidéos de ma chaîne pour s'en convaincre. D'ailleurs, j'ai plusieurs vidéos à vous proposer, mais comme je veux continuer de vous convaincre que Xbox a des arguments, je vous suggère celle-ci. Et sinon, je tâte le terrain, vu que j'aime aussi parler de rétro. Ça vous intéresserait des vidéos sur des Xbox plus anciennes ?